Alors, je vais reprendre en termes de Marc pour faire une transition. Marc qui a parlé d'insister sur la culture plus que sur l'outil. C'est exactement de ça qu'on va parler maintenant. Puisqu'en fait, on va parler beaucoup des usages et des scénarios d'usage. Alors, dans le titre, effectivement, on parle de la convergence nécessaire du triptyque data, outils, expertise. C'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un schéma, vous allez voir, c'est extrêmement structurant à la fois pour nous, la profession de la fourniture d'informations au sens large, mais ça l'est encore plus pour nos clients. Alors, en deux mots avant de dérouler, il y a des trucs qui sont prévus sur la slide, je vous rassure, mais en deux mots avant de dérouler l'animation, on en reviendra tout à l'heure, mes nominations, alors peut-être que tout le monde ne le connaît pas, Price oui, parce que ça fait partie de nos chers clients. Mes nominations, c'est une société qui a 13 ans d'existence cette année, fondée en 2002, qui propose aux directions commerciales et marketing des informations sur les décideurs des entreprises. Donc on a à la fois les informations sur leur parcours, leurs coordonnées, l'équivalent d'un CV, mais également leurs mouvements. D'accord ? Et par décideur, on le verra tout à l'heure, on ne considère pas que Henri de Castries chez AXA, on pense aussi à toute personne capable d'engager un projet. Donc ça peut être aussi un chef de projet de 26 ans chez L'Oréal. Donc le rateau est large. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. On va d'abord parler des enjeux auxquels on répond aujourd'hui et qui sont généralement les vôtres. Et puis ensuite, on pourra en discuter un peu plus sur les spécificités de notre métier. Alors ce qu'on observe, c'est que le marché de l'information sur les entreprises et sur leurs décideurs, il a beaucoup évolué en très peu de temps, grâce à l'essor des technologies qui ont fait évoluer les outils, qui ont fait évoluer l'accès à la donnée. Et du coup, on a repensé le rapport qu'on a à l'information, quand on est dans une direction commerciale ou marketing. Il y a encore quelques années, le rapport qu'on avait avec un client, c'était d'abord via notre ERP. On gérait plus des factures que des clients. Du reste, nous, quand on diagnostique les CRM de nos clients aujourd'hui, on travaille plutôt avec des ETI et des grands comptes. Donc je vous laisse imaginer les noms que ça peut représenter. C'est bien ce que reflètent encore beaucoup de CRM. Plus des factures qu'une vue unique d'un client, avec tout ce que ça comporte derrière. Donc petit à petit, on a arrêté de s'appuyer sur la direction financière et comptable pour comprendre ce qui était un client. On a installé des CRM. Pour autant, le CRM aujourd'hui, il est très passif, ça reste un outil de saisie, d'où les problématiques d'adoption d'ailleurs. En parallèle, au niveau marketing, on avait pris l'habitude de router. Alors on routait en masse, on routait tout et n'importe quoi, on verra quelques stats tout à l'heure, c'est pas complètement fini, mais on routait. Et puis petit à petit, très dernièrement, on a arrêté de faire ça, ou on est en train d'arrêter de faire ça, et on s'équipe avec des outils de marketing automation. Je le résume parce que derrière, il y a beaucoup de choses aussi qui se cachent derrière, mais on devient un peu plus intelligent dans le message qu'on envoie. On essaie de varier, on fait ce qu'on appelle du nurturing, ou des couveuses, en français. Pour autant, on est encore sur un schéma assez basique. On varie 2-3 messages, on regarde un petit peu la réaction, mais ça ne va pas tellement plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'assister, grâce à l'alignement progressif des directions marketing et commerciales, où on a bien compris, et on comprend de plus en plus qu'on est client l'un de l'autre. Toi, marketing, c'est pas seulement des études que j'attends, c'est que tu m'amènes un maximum de clients, donc un engagement sur le lead et sur la qualité du lead évidemment. Et puis côté CRM, ce lead-là, il ne faut pas le perdre, il faut le transformer, donc l'efficacité commerciale, elle est plus que jamais accrue. Parce que c'est bien de créer une relation, d'accrocher quelqu'un par des messages, par différents outils. Encore faut-il transformer. Donc aujourd'hui, on est en train, nous, de vivre notre métier et de le vivre avec vous, l'invention, entre guillemets, d'une nouvelle cinématique, sales et marketing, avec beaucoup plus, je ne sais pas si ça reconnaît sur le logo, d'intelligence. C'est un mot intéressant, puisqu'en français, intelligence, on voit tout ce que ça veut dire. En anglais, l'intelligence, c'est surtout l'information. Donc on est bien dans la combinaison des deux, et la difficulté, le point d'interrogation, c'est comment ça se traduit chez nos clients. Là, c'est compliqué parce qu'on va voir que c'est pas simplement apporter justement de l'information ou mettre en place un outil, comme le disait justement Marc. Alors, quand même quelques chiffres. Comme on dit, quand on partage une information, s'il n'y a pas de chiffres, c'est juste une opinion. Alors quelques chiffres, et je vous rassure, je ne vais pas vous enterrer non plus sous les stats, mais deux choses qui font qu'on est amené à se poser ces questions de façon très concrète sur justement l'information elle-même. Sur les entreprises, nous ce qu'on constate,
c'est qu'il y a 30% des informations qui sont obsolètes après 12 mois. Alors je vous ai mis quelques cas, ça se traduit dans les bases de nos clients quand on les audite, par des doublons, beaucoup. En moyenne, on a 13 à 17% de doublons dans les bases qu'on audite, par des sociétés qui sont en défaillance, donc elles sont déjà mortes, ces sociétés. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, elles ont peut-être changé d'identité, on n'a pas la nouvelle, en tout cas l'identité qu'on avait au sens officiel de l'INSEE par exemple, elle est morte, donc n'essayez pas d'envoyer une facture, ça ne marchera pas. Des déménagements ou des risques forts de défaillance. Les risques forts de défaillance en France, en moyenne, c'est 15% des bases de nos clients. Alors évidemment, ça varie. Plus le client travaille sur des marchés avec des petites structures, et plus il est exposé, évidemment. Au final, quand on combine, ce qu'on constate, c'est que 20% des bases clients prospects de nos clients sont inexploitables d'un point de vue commercial. Ça veut dire aussi que la vision marketing de son marché, elle est fausse à autour de 20%. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de directeurs commerciaux courent un peu en fin d'année pour faire leurs objectifs. Forcément. Ça explique aussi beaucoup d'opportunisme et donc de profils dans les bases qui ne sont pas du tout les profils des cibles élargies ou des cœurs de cible qu'on a visés initialement. Si on fait le même exercice sur la partie contact, alors ce qu'on observe nous ou avec des partenaires, je vais être un peu vulgaire, je m'excuse, avec des partenaires comme Deloitte, avec qui on publie une étude qui s'appelle Mobicadre depuis 9 ans cette année, là aussi ça vit beaucoup. Les cadres ils bougent, on a 23% de mobilité annuelle, et puis on se rend compte que quand on veut aller chercher de l'information sur ces gens-là, les sources dont on dispose, entre guillemets, naturellement, le premier réflexe, on en parlait, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien les réseaux sociaux, mais ce sont des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des outils d'efficacité commerciale. Un réseau social, c'est un outil de promotion personnelle. On est tous managers sur un réseau social. Et ce qu'on constate, nous, c'est que, en plus, c'est pas très à jour. Vous avez tous, comme moi, je pense, des contacts, des amis qui n'ont pas mis à jour depuis parfois très longtemps. On a un autre problème aussi, c'est que les membres des boards ou les cadres supérieurs, il y a une grande partie qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas y être. Donc cela, comment je les identifie ? Donc on se rend compte qu'au niveau contact, il y a aussi beaucoup de défaillances qui impactent aussi les bases de nos clients et forcément leurs opérations. Alors quelles conséquences de cette vivacité des informations ? C'est des chiffres que vous connaissez certainement comme moi, mais les études nous qu'on fait, c'est que 37%, c'est super précis, 37% du temps dans le commercial aujourd'hui passe dans la vente. Seulement 37%. Le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait ? Le reste du temps, il cherche de l'information. D'accord ? Vous avez tous vécu peut-être, ou vous avez fait connaître ça à vos commerciaux, l'affre de faire un account plan. C'est compliqué de faire un account plan. Je la trouve où l'information quand on part de zéro ? Et au final, parce qu'on passe très peu de temps et qu'on n'a pas forcément les bonnes informations, le taux aujourd'hui de transformation à partir d'une liste de prospects, si on pose devant un commercial une liste de 100 comptes à prospecter, c'est de 1% seulement. Et ce taux, il ne varie pas depuis plusieurs années. Donc on a un plafond de verre là, et donc tout l'enjeu c'est de le dépasser. Donc c'est ce qu'on fait avec nos clients, on les aide à dépasser ce plafond de verre. Alors comment ? Justement en adressant ce triptyque, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que nos clients, ils viennent chercher de l'information chez nous, mais derrière ils en font quelque chose. Alors l'industrie de l'information, et plus particulièrement de l'information sur les entreprises, elle a vécu cette transformation, comme je vous le disais, depuis très peu de temps. Alors ça va sûrement faire sourire la plupart d'entre vous, mais on en est là. C'est notre petit Lotus Note à nous. Il y a quelques années, à 5-6 ans, on s'est dit, mais on livre nos informations à des clients, mais ils en font quoi ? On sait bien que derrière, c'est le directeur financier qui a demandé des informations financières, des informations de risque, de défaillance, etc. On sait bien que c'est le directeur commercial qui a demandé des informations pour un fichier prospect. Mais ils en font quoi ? Donc on s'est intéressé aux enjeux de nos clients. Marc parlait des mégatrends, chez Arthur Andersen on parlait des stay awake issues. On a fait le même travail à 5-6 ans, on s'est dit mais c'est quoi les problèmes de ces gens-là ? Et puis on a bien fait attention, ce qui n'est pas simple, à distinguer les enjeux et les besoins, deux choses différentes. Donc on a fait ce premier travail. Et là on s'est dit, il nous faut un peu d'expertise. Il faut de l'expertise métier, on l'a pas. On doit savoir parler différemment un directeur financier, un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur des achats, etc.
Puis la deuxième question qu'on s'est posée, et ça c'est vraiment très récent, ça c'est 4 ans en moyenne, chez les acteurs de ce marché-là, c'est comment ils le font. Et le comment ils le font, c'est l'outil. Et on s'est rendu compte que, voilà, on avait des CRM qui étaient encore des outils de saisie sur lesquels on avait plus des factures que des vues clients, qu'on avait des outils marketing qui étaient là aussi pas très intelligents parce que c'était des listes, on faisait ce qu'on appelle du spray and pray, je balance le même message à tout le monde et puis je vois bien ce qui sort, et que les outils n'étaient pas forcément là aussi user-friendly et encore moins intelligents. Et on a bien compris que c'était la combinaison des trois qui faisait qu'on avait à la fin de la journée une certaine performance dans les opérations qu'on mettait en œuvre, pour ce qui nous concerne, commercial et marketing. D'accord ? Donc à l'époque, on a commencé à discuter avec ces gens-là. On a commencé à discuter avec des cabinets conseils, on a commencé à discuter avec des intégrateurs, on a commencé à discuter avec des éditeurs qui nous regardaient un peu de haut à l'époque. Parce que le contenant était vachement plus sexy. Et puis évidemment, l'évolution de ces outils, l'évolution de l'accès à l'information, la pression sur les enjeux de performance fait qu'on s'est un petit peu plus intéressé au contenu. Donc aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, on est de plus en plus aligné avec ces acteurs-là pour vraiment apporter une solution complète à nos clients. Alors si on regarde un petit peu ce que représentent ces trois pôles, la façon dont on y répond, nous, et la façon dont on essaie d'embrasser ce triptyque, c'est en fait en reprenant une équation qui est vieille comme le monde, mais en faisant en sorte de la délivrer vraiment. C'est quoi ? C'est apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Je pense que là on aura un consensus facile pour dire qu'en général ça marche mieux, même si on n'a pas ces trois éléments. Donc nous c'est exactement ça qu'on fait pour nos clients. D'accord ? Alors ça c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, grosso modo. On va voir comment tout à l'heure, par les travaux de collecte qu'on a, surtout par les travaux de vérification et de fiabilisation de l'information. Parce que quand on veut parler à la bonne personne, il faut être sûr sur la bonne personne. On l'a vu, avec LinkedIn, on n'est pas sûr. Et puis, il faut pouvoir le joindre. Avec LinkedIn, on n'a pas l'email, on n'a pas le téléphone, on n'a pas l'organigramme. Je ne sais pas si c'est la bonne personne dans l'organigramme. Je ne connais pas forcément son actu parce que ce n'est pas toujours à jour. Donc, il faut avoir la bonne information sur la personne, sur son actualité, pour adapter son discours. Ça, c'est notre travail, je vous le dis, depuis 10 ans. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce qu'on était perçu comme un outil. Et un outil, qu'est-ce qu'on fait avec un outil ? On l'utilise quand on y pense. Donc, alors l'outil, en plus, quand on y pense, on ne l'utilise pas souvent. Donc, on n'est pas expert. C'est comme le bricolage. D'accord ? Moi, je ne sais pas vous, mais moi, du parquet, j'en ai posé une fois dans ma vie. Je ne suis pas super expert, donc c'est une vraie galère à chaque fois. Un outil, c'est pareil. Quand j'y vais pas très souvent, je ne suis pas à l'aise avec, je ne sais pas forcément l'utiliser à la hauteur de ses potentiels. Et nous, on était utilisés un peu trop à notre goût, comme un annuaire. On était le wouzou, c'était comme ça d'ailleurs qu'on nous appelait. Vous connaissez d'ailleurs certainement le carnet des échos. Le carnet des échos, c'est nous. On le fait pour Stratégie, pour Challenge, pour Capital, pour une centaine de médias, de façon générale. Mais on était perçu comme un wouzou. Donc du coup, ça, on a voulu le changer, pour justement apporter à nos clients toute la valeur qu'on pouvait vraiment leur apporter. Comment on l'a fait ? En fait, on s'est rendu compte que si le client ne vient pas à nous, c'est nous qui allons aller vers le client. Donc l'outil, on a essayé de le rendre un peu intelligent. On a inventé le GPS commercial. C'est quoi le GPS commercial ? C'est de rajouter par rapport à toutes ces informations qu'on a sur les décideurs d'entreprise, de rajouter ce qu'on appelle nous des signaux d'affaires. Et ça, de le pousser à nos clients de façon évidemment personnalisée. Donc on crée une surveillance de l'actualité de leur cible, des entreprises et des contacts, ce qu'on appelle les moments de vie. Et on va pousser derrière, non pas une alerte à la Google, parce que le métier de vos commerciaux, c'est pas de lire la presse toute la journée pour peut-être trouver quelque chose à faire. Leur métier, c'est de commercer. D'accord ? Donc en fait, l'idée, c'est de leur envoyer non pas une information, mais une recommandation d'action. L'info, elle est déjà prédigérée, elle est déjà préqualifiée. Nous, on a 40 enquêteurs qui ne sont pas des téléacteurs, qui sont des bac plus 4, qui ont eu des formations, journalistes, économistes, et qui font ce travail en permanence. Et qui vous poussent un signal d'affaires, c'est-à-dire une entreprise associée à un événement qui a du sens pour vous, c'est important la pertinence dans la qualité de l'information, et un contact, qui est évidemment le contact approprié pour votre activité à contacter. D'accord ? Vous avez un exemple ici. Ça, c'est un signal d'affaires sur un projet digital. Vous retrouvez effectivement chez nous l'information de l'entreprise qui est concernée par cet événement, la nature de l'événement avec la date. En l'occurrence, ça, c'est une levée de fonds, 18 millions d'euros le 7 août 2015.
qui a pour finalité cette levée de fonds d'engager un projet digital. Alors en plus, le signal il est renforcé, d'où le système des petites bulles de niveau. Alors on n'est pas sur 10, on est sur 5. L'information est renforcée parce qu'en même temps, de façon concomitante, on a une annonce de recrutement d'un chef de projet digital. Donc ce projet, il a vraiment une réalité chez ce client-là. Et donc, ce qu'on dit à nos clients qui sont intéressés par cette surveillance des projets digitaux, c'est bien, non seulement il y a ça qui vient de se passer, mais vous devriez appeler une personne qui va vous permettre d'engager la discussion autour de ce projet. Ça peut être qui? Le directeur du e-commerce de cette société, qui est là depuis octobre 2014, la directrice marketing, ou le DG délégué. Et puis ici, on a la transparence, donc on a aussi nos sources. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on appelle nous GPS commercial. Ça, l'idée, c'est j'enclenche une action. Je choisis la personne que je veux contacter, je clique dessus, j'ai sa fiche, ses coordonnées directes, j'engage. Alors, ce qu'on surveille aujourd'hui, c'est une bibliothèque d'une quinzaine de thématiques. Alors, je vous ai résumé un peu les thématiques parce que sinon, ça fait un peu trop riche sur la slide. C'est pas le but de vous noyer. Mais l'objectif, ça n'est pas, là encore, de surveiller simplement des mots-clés. L'objectif, c'est de les catégoriser par rapport à vos activités, aux sujets auxquels vous êtes sensibles. Donc on a créé des thématiques en fonction des thématiques que nous demandent nos clients. Aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est principalement celles que vous avez sous les yeux, et évidemment qui se traduisent différemment pour l'un ou l'autre. Les flottes auto, quand on surveille les recrutements de responsables de flotte, quand on surveille les recrutements de collaborateurs avec véhicules de fonction, comme on connaît le salaire proposé, on sait si on va lui proposer un Range Rover Evoque ou une Renault Clio. Évidemment, un total sur la partie carte, ce qu'on appelle la carte GR, la carte carburant, ils vont l'exploiter complètement différemment d'un BMW ou d'un Maserati avec qui on discute aujourd'hui. C'est pas du tout la même exploitation. Mais pour autant, c'est le même signal qu'on va surveiller. Alors ensuite, ce qui était très important, on en parlait tout à l'heure, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, juste pour revenir, quand on a fait cette cartographie avec nos clients, puisque cette phase-là, nous, on fait, comme je vous le disais, des diagnostics de leur base pour voir comment on peut la compléter, comment on peut la mettre à jour aussi. C'est-à-dire, pour les personnes que vous connaissez, en moyenne, on a 4 personnes aujourd'hui qui influencent un projet, vous en avez 2 dans votre base, on va compléter les 2 qui vous manquent. Et puis ceux que vous avez, il y en a une partie, ils ne sont plus là. Soit ils ont été promus, soit ils sont carrément partis dans une autre entreprise, donc on peut vous dire qui sont les remplaçants et où ils sont partis. Donc il y a pas mal de plans d'action qui sont générés. Et puis on fait aussi une étude sur ce qu'on peut apporter en plus. Donc on regarde sur les signaux, sur les derniers mois écoulés, combien on a eu de ces signaux-là. D'abord on peut rattraper ce retard, et puis surtout on peut anticiper ce qui va se produire. Et là on rentre dans ce qui est aujourd'hui notre nouveau métier. Et on devient, alors je ne vais pas dire consultant, je n'aurais pas cette prétention, mais on rentre dans un métier d'accompagnement, où on dit effectivement ce qui est important, c'est pas la donnée qu'on va vous apporter, c'est l'usage de cette donnée que vous allez en faire. On a une expression qui parle à tout le monde, parce qu'après on peut prendre des images de voitures, tout ça, c'est pas toujours consensuel, mais l'image qui parle à tout le monde, c'est l'image du marteau. Un marteau n'a jamais planté un clou tout seul. Donc nous on va vous fournir un super marteau, à vous de savoir vous en servir. Grosso modo, c'est à vous d'apprendre aussi à vos équipes à vous en servir. Donc ça passe chez nous par des ateliers, où on travaille à partir de ces études préalables sur des scénarios d'usage. Demain, vous avez ces informations, qu'est-ce que vous allez en faire? Je prends juste un exemple qui va vous parler à tous, et qu'on prend avec nos clients. On commence comme ça ces ateliers, on parle au plus simple évidemment. Demain, on va surveiller les mouvements de vos contacts. Par exemple, la nomination. Donc, un contact clé pour vous sur votre portefeuille est nommé demain, vous avez l'information, vous savez d'où il vient, etc. Qu'est-ce que vous faites? Réponse naturelle, je le félicite. Ouais, c'est bien. Vous savez comment on félicite? Ah ben non, on l'a jamais fait. Ah non, on peut vous aider, ça fait que 12 ans qu'on les félicite, les personnes qui sont nommées. On peut vous aider à construire des bibliothèques de messages sur lesquels vous allez automatiquement créer votre mail personnalisé. Et puis qu'est-ce qu'on fait après la félicitation? Ah ben ce serait bien qu'on essaie de le rencontrer. Ouais, c'est pas bête. Mais déjà, il faut le faire. Vous seriez étonné du nombre d'acteurs qui investissent dans des programmes comme ça où ils félicitent, mais il n'y a pas de suite commerciale. Donc comment on fait une prise de rendez-vous derrière? Ça aussi, ça prend, ça s'outille. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait pour chaque information, pour créer en fait des guides de bonnes pratiques, faire en sorte que les utilisateurs demain, au marketing pour leur campagne, ou bien sur la partie commerciale, aient tout ce qu'il faut pour vraiment utiliser ce qu'on lui apporte, soit dans un outil qu'on lui livre, et c'est là effectivement que nous on a toute une gamme pour être utilisé de façon la plus naturelle possible par nos clients,
Ça va du portail web à la solution mobile, jusqu'à l'intégration dans les CRM, pour que ce soit naturel à utiliser. Alors au final, ça se traduit comment si on reprend le triptyque? Nous, on a commencé à faire ce chemin pour aller vers nos partenaires outils et expertise. Donc au niveau marketing, ça se traduit par une logique de all-in-one automation. Donc on a tout récemment lancé une offre avec Oracle et RSI sur la partie expertise, qui est une agence de communication marketing B2B, où en fait on propose aujourd'hui une plateforme Eloqua qui comprend tous les éléments pour avoir un ROI, non pas en 9 mois en moyenne comme c'est le cas aujourd'hui, mais en 3 mois. Pourquoi? Parce que les clients aujourd'hui qui se lancent dans un projet marketing automation, avec Oracle ou autre, ils sont séduits par l'outil. Ils sont séduits par l'outil, donc ils prennent l'outil. Et puis ils se rendent compte que c'est pas si simple à paramétrer, parce qu'il faut paramétrer des scénarios sur les moments de vie de mes clients. Mais je les connais pas, les moments de vie des clients. Moi je connais les miens, mais c'est pas ceux de mes clients. Donc déjà il faut que je les comprenne, et puis il faut que je les capte, ces signaux, pour déclencher le scénario. Ça prend du temps. Et puis il faut que j'envoie du contenu. Le contenu, je ne l'ai pas. Ça me prend du temps. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer à ma base d'email. Mais j'en ai pas des emails dans ma base CRM, j'ai surtout des clients. C'est pas super quali déjà. J'ai encore moins des prospects. Et puis donc je vais les acheter, c'est pas grave. Et je peux pas les acheter parce qu'un email en B2B, un email de bonne qualité, il s'achète pas, il se loue. Mais comment je fais pour charger dans ma base? C'est un peu si j'avais acheté une Tesla et puis je me rends compte une fois qu'elle est dans mon garage que je peux pas la charger. Donc c'est un vrai problème. Donc du coup le ROI qui était prévu, il retarde. L'objectif là, c'est de fournir une solution clé en main avec un connecteur qu'on a conçu avec eux, avec des études préalables, comme je vous le disais, on étudie les moments de vie des clients, et on fournit, in fine, les scénarios, les contenus, avec RSI, l'outil, et on lance. Même logique sur la partie Sales Intelligence, là avec Salesforce, Dynamics, bientôt Oracle sur la partie Sales Cloud, on est en cours, et côté expertise des intégrateurs comme Novulis, où là aussi l'objectif c'est de ne pas fournir une coquille vide que vos commerciaux vont devoir remplir, avec la qualité qu'on connaît, et puis les affres de la mise à jour, de l'obsolescence des données, on a vu ça tout à l'heure au début de la présentation, mais c'est de fournir un outil intelligent qui non seulement va vous garantir une qualité d'information permanente et une complétude de l'information, mais qui va aussi vous garantir de vous informer. C'est là que l'outil devient intelligent. C'est plus qu'un outil, c'est pas un annuaire qu'on va consulter, c'est un outil qui va vous parler parce qu'il intègre ces alertes, ces signaux d'affaires, et dans le CRM, il envoie des recommandations de plan d'action commerciale. Alors en 2 mots, comment on le fait tout ça? On disait tout à l'heure, nous on est une entreprise qui existe depuis 13 ans. On collecte aujourd'hui 1000 sources d'informations. Vous le voyez, ça va des sources publiques à des sources très inédites. Les médias, on en a parlé, mais aussi les anciens des écoles. Nous on gère les carnets d'anciens des grandes écoles. On gère aussi les annuaires des professions comme les directions financières avec la DGCF, la CEDAF pour les acheteurs par exemple. Et puis surtout la grande différence, c'est qu'on ne fait pas qu'aspirer l'information, parce que ça on n'y croit pas. Ce qu'on aspire, on l'a vu tout à l'heure avec les réseaux sociaux, c'est qu'on aspire des choses qui ne sont pas propres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va compléter avec 40 enquêteurs, comme je vous disais, qui vont vérifier l'information, quelle que soit sa source. Donc, les 225 000 personnes qui sont dans notre base aujourd'hui, ce sont des gens qui sont appelés tous les 10 mois par nos enquêteurs. Alors, je reprends l'exemple d'Henri de Castries, on ne l'a pas en direct, Henri. On a plutôt son assistante ou la direction de la communication. Mais chaque personne chez nous est appelée tous les 10 mois et on vérifie avec elle son parcours. Donc l'information, elle vient d'elle. C'est comme ça qu'on a leur hobby, par exemple. On a les hobbies des décideurs. Je fais une soirée golf, je sais qui est invité. Donc on a tout leur parcours, leur organigramme, les coordonnées directes, les coordonnées, donc téléphone direct, email, les coordonnées directes des assistantes, et on suit leurs mouvements. On a les organigrammes. Et ça, c'est très vivant, puisqu'aujourd'hui, on a, comme je vous le mets là, 400 nominations par semaine et 2000 nouveaux décideurs par mois. Donc c'est une base extrêmement vivante. Vous allez dire que cette vivacité représente autant d'opportunités pour nos clients. Alors simplement pour terminer, aujourd'hui avec qui on travaille, nous on a 400 clients aujourd'hui, comme je vous le disais, plutôt des ETI, plutôt des grands comptes. C'est assez varié parce qu'en réalité, toutes les directions commerciales et marketing sur le marché B2B partagent les mêmes enjeux. Elles le traduisent différemment. C'est les besoins qui ne sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes enjeux. Et donc on travaille soit avec des gens qui sont à la fois clients partenaires, vous avez notamment les éditeurs sur la gauche, et derrière tout un panel d'entreprises, vous voyez, très différentes. Vous avez quelques exemples à l'écran. Même presse. Merci beaucoup. Merci à vous.